Mesdames, Messieurs, bonsoir. Club Média 7 prend un peu plus tôt l'antenne parce que la télévision nationale a l'intention de diffuser le match Bénin-Bissau qui se tient à Lomé dans le cadre du tournoi de lui et moi. Alors, le gouvernement instaure le projet d'assurance pour le renforcement du capital humain ARCH, un nouveau projet pour remplacer le RAMU, régime assurance maladie universelle. Le projet en question, la retombée du dernier voyage du chef de l'État et une nouvelle découverte de 56 kg de cocaïne. Voilà l'essentiel de l'actualité que nous allons écumer avec deux invités. À ma gauche, M. Philippe Hadot, directeur de publication de Nouvelle Expression, ancien rédacteur en chef du quotidien La Nation. M. Philippe Hadot, bonsoir. Bonjour. Oui. En face de lui, M. Joseph Ogouchi, journaliste, précédemment en service à l'ORTB, ancien conseiller à la RAC. M. Ogouchi, bonsoir. Bonsoir, Mesme. Oui, nous démarrons cette émission avec la revue de presse. Cette revue est signée cette fois-ci William Tchoki. Un projet d'assurance pour le renforcement du capital humain. Une nouvelle combinaison de services de protection sociale aux populations pour remplacer le RAMU, le régime d'assurance maladie universelle. C'est de moins une des décisions sorties du Conseil des ministres en date du 18 novembre 2016. C'est une nouvelle mesure pour renforcer le système de protection sociale, écrit La Nation, qui indique que seulement 8,4% de la population sont couvertes par l'actuel dispositif, parlant bien sûr du RAMU. Un RAMU qui ne prend pas en compte les acteurs du secteur informel, eux qui représentent 95% de la population active selon le quotidien du service public La Nation. La priorité constate aussi cette reconstruction du système de protection sociale au Bénin par le gouvernement de la rupture et mentionne que le RAMU est un programme qui comporte des insuffisances et qui laissait en rade la grande masse. L'événement précis voit plutôt à travers cette décision du gouvernement la suppression pure et simple du RAMU et l'instauration prochaine de l'assurance pour le renforcement du capital humain. L'autre quotidien a déjà fait des calculs et précise que 95% de la population active seront couvertes par l'assurance, mais veut croire que l'opérationnalisation de ce projet va se dérouler en 2017 comme prévu par le Conseil des ministres. Ce même Conseil des ministres a dénoncé l'avenant numéro 1 au contrat de concession pour la mise en place et l'exploitation du guichet unique au port de Cotonou dans le cadre d'un partenariat public-privé avec la société Ségub. À cet effet, Fraternité parle de perception abusive de 10 000 francs CFA par BFU et annonce des poursuites judiciaires à l'encontre des contrevenants. Cette nouvelle affaire qui éclabousse la Ségub constate l'événement précis. L'État béninois aurait demandé le remboursement de toutes les rémunérations dont a bénéficié la Ségub depuis novembre 2014 au titre du guichet unique pour les opérations de commerce extérieur, nous apprend la priorité. Mais entre-temps, les responsables de la société d'exploitation du guichet unique de formalisation des entreprises ont rendu public un communiqué de presse. Un tout autre son de cloche qui bat en brèche les décisions du gouvernement selon Fraternité. Un communiqué qui relance la polémique au sujet de ce dossier déjà pendant devant la justice, poursuit le quotidien de Ménotin. Patrice Talon, lui, loin des polémiques suscitées par certains dossiers au pays, était du 20 au 24 novembre dernier en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et en Guinée équatoriale. 5 jours pour renforcer la coopération avec le monde arabe, précise la priorité. Un périple diplomatique et économique qui aura permis au président de la République de décrocher plusieurs engagements sur le plan du développement et au quotidien de La Nation de constater que Patrice Talon a séduit les investisseurs du monde arabe, une séduction confirmée par Fraternité qui nous apprend aussi que Talon a obtenu des milliards pour le Bénin et l'ouverture d'une ambassade de l'Arabie Saoudite à Cotonou. Au palais de la présidence, ce sont les policiers qui ont eu l'honneur d'être reçus par le numéro 1 des Béninois. Au menu des échanges, nous apprend Fraternité la question de la sécurité à la veille des fêtes de fin d'année. Fraternité qui nous donne aussi lecture des grandes décisions sorties de cette rencontre dans sa parution du vendredi 25 novembre 2016. Il s'agit des interventions des gendarmes à Cotonou qui prennent fin ce 31 décembre. Seuls les militaires seront autorisés à garder les banques et la fusion de la police et de la gendarmerie dès janvier 2018.
Ces hommes en tenue qui ont fait une nouvelle découverte de cocaïne au port de Cotonou dans un conteneur de riz. Il s'agit d'un sac contenant 48 plaquettes de produits d'un poids total de 54 kg. Une nouvelle découverte qui a suscité la sortie du procureur de la République, mentionne le matinal qui dit que la justice est aux trousses des trafiquants. L'informateur écrit que la justice va frapper fort contre les mises en cause. Une justice qui, au cours de la semaine, était en grève, un mouvement de paralysie de 112 heures, des hommes en toge. Ils réclamaient le paiement de leurs dotations en carburant, le paiement des fonds du greffe, mentionne le Progrès. Mesdames et messieurs, bienvenue au club. Merci à vous, William Tchoki. Monsieur Philippe Rado, vous avez suivi la décision du Conseil des ministres qui annonce le projet d'assurance, le nouveau projet d'assurance, le projet d'assurance pour le renforcement du capital humain, l'Arche. Selon vous, quel est le distinguo qu'on peut réaliser entre l'Arche et le RAMU? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il soit déjà tôt, très tôt, de chercher à évaluer ce dont on ne connaît pas la consistance? Parce qu'en fait, nous en sommes encore à l'étape des intentions. C'est encore le projet. Dans la réalité, qu'est-ce que ça va être? Parce que quand on remonte à 2008, pendant qu'on parlait de RAMU, c'était encore beaucoup d'ambition, beaucoup de monde à embrasser, beaucoup de gens qui étaient laissés en rade. Quand on parle de sécurité sociale, c'était bien tout cela. Dans la réalité, c'est vrai, ça a fonctionné avec les couacs, avec tous les ratés qu'on connaît. Alors, donc ce qu'on a aujourd'hui, a priori, c'est également bon. C'est bon, mais il faut attendre ce que ça va être dans la réalité. Enfin, il faut souhaiter que ça se passe très bien pour tout ce monde. Oui, le RAMU dépend à 100% du ministère de la Santé, mais l'Arche, on a l'impression que ça va dépendre d'un autre ministère. On dirait le ministère en charge des Affaires sociales, on dirait une autre structure qui va dépendre directement du palais. C'est vrai que c'est sous la coupole d'une agence. C'est en cela que je voudrais voir un peu le distinguo qui est à réaliser. Monsieur. Oui, en fait, le nouveau projet implique beaucoup de gens, beaucoup de monde, beaucoup de structures. Mais est-ce que cela suffit pour dire que le RAMU, ce n'est pas un moins que l'Arche, etc. Ou que Arche, c'est pas le projet Arche, soit meilleur. Mais dans tous les cas, je crois, l'essentiel, c'est qu'on ambitionne d'embrasser beaucoup de monde. Et ce qui n'est pas mauvais en soi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Béninois qui sont laissés de côté. Quand on parle de sécurité sociale, quand on parle de prise en charge en matière de santé. Et je crois que tout ce monde a besoin également d'être protégé pour apporter plus, c'est-à-dire pour contribuer beaucoup plus au développement du pays. Donc, a priori, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais maintenant, je crois que c'est dans le fonctionnement qu'il faut évaluer. Dans le fonctionnement et également ce que ça apporte réellement. Est-ce que, bon, enfin, je crois que c'est surtout ça qu'il faut attendre de voir. Joseph Oguchi, Philippe Rado vient de dire tantôt que le RAMU, à sa naissance, était avec beaucoup d'ambition. Est-ce qu'il était utile de laisser tomber le RAMU et passer à une autre assurance? Bon, d'abord, je voudrais faire une petite comparaison, si vous permettez. Donc, on présente l'Arche aujourd'hui comme l'Arche de Noé pour sauver ce que le RAMU n'avait pas sauvé. Non, je voudrais dire tout simplement que est-ce qu'on a fait une évaluation du RAMU avant de trouver que l'Arche est plus pertinent. Déjà qu'avec rien que la santé, le RAMU n'a pas pu démarrer et répondre aux autres aspirations. Aujourd'hui, il y a la santé, il y a la formation, il y a beaucoup de choses. Et comme Philippe l'a dit, ces intentions, c'est maintenant que vous rédigez le projet. Alors, peut-être qu'en rédigeant le projet, les réflexions vont amener à augmenter, à retrancher, à revenir peut-être sur le RAMU. Vous voyez, donc ne mettons pas la saille devant le bœuf. L'intention hier, c'est vraiment bien que le gouvernement se préoccupe des conditions sociales de sa population. Désormais, ce n'est plus seulement que les travailleurs, il y a le monde informel qu'on avait laissé en rade et qui constituait 95%. Et le RAMU avait pris en compte que 8, et quelques %. Donc aujourd'hui, on dit qu'on veut prendre tout le monde. Mais attendons la rédaction, parce que j'ai l'impression que c'est comme on va à un match de football, et puis on dit déjà, bon, c'est nous qui allons gagner, Peut-être à l'épreuve, on verra que l'équipe qui est en face n'est pas une petite équipe, et que les erreurs qu'on croyait, parce que
Une chose est d'être acteur et une autre est d'apprécier de loin. Laisser ceux qui vont faire l'évaluation. Est-ce qu'on était obligé de laisser le RAMU? Non. Vous savez qu'à un moment donné, vous faites une évaluation, pas laisser, vous faites une évaluation et améliorer. Oui. Moi, je ne suis pas pour le thème laisser tomber le RAMU est supprimé. Le RAMU n'est pas supprimé. Non. On est en train d'améliorer. Le gouvernement qui est là actuellement, en principe, c'est son rôle de rectifier et d'améliorer ce qui n'était pas bien hier. Et c'est en le disant, l'ARS peut être une amélioration du RAMU. Mais dire que le RAMU est supprimé et que maintenant que c'est le meilleur, c'est l'ARS. Demain, l'autre viendra dire que l'ARS n'est pas meilleur, etc. Donc, je pense que laissons le temps au temps, laissons la rédaction du projet et on verra bien la différence qu'il y aura. Ce qui est sûr, sur le papier, c'est annoncé, il y a beaucoup plus de choses. Ce n'est plus que la santé. Et maintenant, se pose le problème de la structure qui va gérer. Parce qu'il y a l'informel, il y a la formation. On prend les informels en compte. Il y a la formation, il y a la santé. C'est le ministère de la Santé, c'est le ministère du Travail ou de la fonction publique s'occupe des travailleurs. Justement, le RAMU avait tout de même pris en compte l'informel. Oui, parce qu'il y avait le recensement qui se faisait au niveau des communes. Le recensement qui se faisait au niveau des communes prenait en compte les plus pauvres. Or, la plupart des plus pauvres font partie donc de l'informel. C'est cela. C'est pas évident. Ben, pas évident, mais parce que qu'est-ce qu'on attend le pas travail qui a été fait dans c'est ceux qui ne sont pas déclarés comme acteurs économiques. Ils ont plus d'argent. Parfois, il y a des gens de l'informel qui ont plus d'argent, qui ont plus de moyens que les opérateurs économiques qui émargent et qui sont... Certains pauvres aussi. Oui, absolument. Tout à fait. Oui. Alors, M. Hado, la nouvelle assurance lancée est une combinaison de services de protection sociale. Que convient-il de sous-entendre par combinaison de services de protection sociale? Oui, moi, je voudrais quand même dire une chose avant cela. Oui. En fait, quand vous remontez à, je crois que c'est le 21 août, où le RAMU a été abrogé. Il a été abrogé, il n'existe plus. Okay. Oui, il n'existe plus. Donc, je crois maintenant, on est au mieux, on est à l'étape de nourrir la réflexion. Parce qu'il s'agit d'un projet, c'est-à-dire que H, ou comme on l'appelle, il faut nourrir la réflexion et faire en sorte que, l'H ne connaisse pas, c'est pas le même sort que le RAMU. En ce sens que déjà, l'H se présente comme un projet plus réaliste et plus consistant dans ce que cela apporte. Justement, comme retombée. Que ce projet sera opérationnel en 2017. Est-ce qu'on peut y croire? Compte tenu de tout le travail qu'il y a à faire. Oui, je crois quand même il va falloir faire le recensement. Oui, c'est possible. Il y a un travail qui a été fait en temps par rapport au RAMU, ça a pris du temps. Je pense qu'on prendra l'existant, parce que tout n'y a pas à zéro. Parce que le RAMU a déjà fait certaines choses qu'on prendra. Donc en 2017, c'est possible, si l'existant est pris en compte et amélioré. Mais attention, je voudrais dire que qui trop embrasse, mal est voilà. Parce qu'à l'époque, le RAMU, sous forme de projet, c'était en 2008 et on a attendu 4 ans, 2012, pour que cela prenne corps. Et avec tout ce que ça connaît, c'est pas comme développement. Parce que le RAMU, je crois, ça doit être bien d'interroger ceux qu'on déclare les bénéficiaires. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Qu'est-ce qu'ils ont pu gagner? Parce que quand on regarde la liste de tous les aspects de la santé, commencé à fonctionner sous le RAMU. Oui, d'accord. C'est-à-dire que toutes les prestations... Le gouvernement ne donnait pas la contrepartie. C'est ça, voilà. Oui. C'est-à-dire que tout ce qui est énuméré comme prestation, c'est quand même ambitieux. C'est ambitieux et c'est en cela peut-être que l'H a intérêt à s'appuyer sur l'existant, dans le sens que là se veut plus réaliste. Donc cela laisse entendre qu'on a été trop ambitieux et qu'avec l'H maintenant, bon... on essaiera quand même de resserrer. Ça fait de resserrer, oui, c'est ça. Si les préoccupations du gouvernement, c'est de créer des conditions sociales à la population, moi j'applaudis. Oui. Et je pense que c'est bien si on s'occupe de beaucoup de choses. Mais le financement, qui va s'occuper du financement? Là c'est la question. Alors, je parlais donc d'une combinaison de services de protection sociale. Que
faut-il voir à travers cette combinaison? Moi, je crois en fait Parce que là, il n'y a pas que la santé. Oui, il n'y a pas que la santé. Il n'y a pas que la santé, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on en a pour autant les moyens? Moi, j'imagine, par exemple, quand on parle de sécurité sociale dans un grand pays comme la France, on sait comment ça se passe avec les déficits. Je ne sais pas avec quels moyens nous voulons faire le miracle. Nous voulons faire le miracle parce que, encore une fois, pendant qu'on pense que le RAMU a été excessif, alors si on croit mettre en place quelque chose qui se veut réaliste, et qui n'annonce pas moins autant d'ambition, sinon davantage, alors comment est-ce qu'on va s'y prendre? Comment est-ce qu'on va arriver? C'est pas intégrer tout cela et à donner satisfaction à ceux qui vont être les bénéficiaires. Parce que est-ce que c'est une histoire de statistiques? C'est également. Parce que là, la dimension est trop large. Ah oui? Il y a les services de santé, il y a les services de protection sociale, alors que rien qu'avec la santé, on a beaucoup de mal. Alors. Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a les ressources? Oui, mais dans ces conditions, la question à se poser, c'est quoi? Ceux ayant adhéré au RAMU, que vont-ils devenir? À quelle sauce seront-ils mangés? Laissons la commission qui va réfléchir, qui va rédiger le projet, de nous proposer. Je pense qu'on n'a pas à réfléchir à leur place. Et c'est bien pour cela que c'est à l'étape d'idée, à l'étape de projet. Et peut-être en réfléchissant, on trouve la solution à tout ce monde-là. Je crois que Mesmem a raison quand il dit, par exemple, si en un an, est-ce qu'on a suffisamment de temps, c'est-à-dire pour nourrir la réflexion et aboutir à quelque chose, je ne sais pas, qui soit exploitable et profitable pour tous. Parce que si le RAMU a attendu 4 ans pour devenir réalité, et quelle réalité pour ce qu'on en sait? Ça ira vite parce qu'il n'y a pas de désir de compétences dans ce domaine. Il y aura beaucoup de compétences qui vont travailler. Oui. Mais j'ai l'impression que le RAMU a été utilisé à des fins politiciennes. L'ancien président de la République a soufflé à la fois le chaud et le froid. Tantôt il en voulait, tantôt il n'en voulait pas. Pour preuve, la loi sur le RAMU a été retirée de l'Assemblée nationale par le même gouvernement. Et pour le faire dans le temps, la ministre a été dribblée. Un ministre puissant du gouvernement l'a dribblé pour retirer la loi sur le RAMU de l'Assemblée nationale. Cela montre à quel point le gouvernement n'en voulait pas du tout. Or, c'est ce même gouvernement quand même qui a porté ce projet. Alors, vous avez la preuve de quelles sont les raisons qui ont amené le retrait. Il doit avoir des raisons. Ce n'est pas le simple fait d'avoir retiré qui peut justifier que le gouvernement n'en voulait plus. Donc, si moi, je n'ai pas les preuves, les raisons qui ont amené le gouvernement à retirer, bon, il me serait difficile de dire que le gouvernement voulait une chose et ce contraire. Oui, et vous deux, vous avez eu l'occasion d'étudier dans des pays occidentaux. Quel type d'assurance maladie faut-il pour les Béninois? Je commence par M. Philippe Haddo. Mais en fait, l'assurance maladie, je crois, il faut être réaliste. Il faut être réaliste parce que cela demande beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Malheureusement, c'est dit que pour un pays comme le nôtre, c'est un luxe. C'est un luxe. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est pas bien de laisser de côté la grande masse des Béninois. Mais pour que ces Béninois soient pris en compte, est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a les ressources? Et c'est peut-être là où, je crois, il faut pas, je sais pas, se mettre systématiquement à l'école de l'Occident, dans le sens que tout le monde, c'est les hôpitaux, c'est les maternités, etc. Il faut voir quelle forme de prise en charge. Je me rappelle au temps du docteur Koenem Alfred, on avait parlé des soins de santé primaires. C'est dit qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut chercher. C'est dit qu'il soit accessible au plus grand nombre et qu'il ne coûte pas beaucoup d'argent. Parce que là, on est sûr de prendre en compte beaucoup de gens. Mais quand on veut faire que l'Occident, alors que l'Occident même a du mal à s'assumer, je pense toujours à la France, qui s'en sort jamais. Elle s'en sort difficilement, péniblement. Alors, est-ce qu'on a les moyens de chausser ces bottes-là, c'est dit l'assurance sous cette forme? J'estime que si on réussit à enrôler le maximum de Béninois, cela pourrait prendre. En ce sens que les plus riches vont payer pour les plus pauvres. Mais ça a toujours été déficitaire dans tous les pays. Oui, dans tous les pays. Les plus gros peuvent payer pour les plus petits, mais ce qui est toujours déficitaire. Et moi, le type d'assurance que je souhaiterais pour mon pays, c'est que quand le Béninois a mal à la tête, il va dans n'importe quel dispensaire, qu'il soit pris en charge. C'est le minimum. Mais aujourd'hui, on n'a pas ça. Et même le peu que l'on débloque pour les indigents, parce qu'il y a une partie du budget qui devrait être consacrée pour les indigents. Mais ça, là également, ça ne profite pas aux indigents.
Par contre, des gens ont mal à la tête et puis on les évacue. Oui, mais quand vous... Des gens ont des fractures de pied et on les évacue. Pendant ce temps, il y a des Béninois qui, pour manque de comprimés, pour le palu, pour des maux de ventre, meurent. Des gens qui, ayant dépassé un certain âge, continuent de bénéficier des évacuations sanitaires. Alors pendant ce temps, le paysan qui se chine, qui nous nourrit, le balayeur qui doit rendre sain notre environnement, quand il tombe malade, il n'est pas pris en charge. Le type de prise en charge, surtout en matière de santé, que je voudrais pour mon pays, c'est que tout le monde, quand on va à l'hôpital, que tu sois riche ou pauvre, que tu aies d'argent ou rien dans la poche, que les premiers soins te soient donnés. Oui. Et de deux, donc, pour les affaires de cocaïne, la semaine écoulée, on a encore saisi 55 kg de cocaïne dans un autre conteneur. Est-ce que on tend vers, est-ce que Cotonou tend-il vers une situation où on va dire que le port de Cotonou est une plaque tournante de la drogue? Monsieur Hado, Philippe. Vous savez, je ne sais pas si le Bénin a les moyens de gérer plus tard l'image qu'il se donne sans se rendre compte. C'est très bien de lutter contre le trafic de cocaïne. Hein, c'est très bien, c'est excellent. Je crois il n'y a personne pour s'opposer à cela. Mais la manière dont on s'y prend, c'est-à-dire qu'en amplifiant, on risque de donner cette autre image du Bénin. C'est-à-dire que le Bénin, alors, le Bénin, ça devient la Colombie, ça devient le Mexique. Je ne sais pas si on a les moyens de gérer plus tard cette image. D'autant que nous sommes un pays qui a eu du mal à s'inscrire sur la carte du monde. Est-ce qu'on a les moyens, nous, c'est-à-dire dans 10 ans, dans 20 ans, de gouacher cette image de pays narcotrafiquants? Enfin, je crois, c'est très bien, mais il faut qu'on sache comment s'y prendre. Parce qu'il faut penser à l'effet boomerang. Est-ce qu'on peut l'assumer? Est-ce qu'on en a les moyens, les ressources? Enfin, c'est la question. Moi, je pense le contraire. Cette vigilance, si c'est réel, c'est découverte. Si ce n'est pas pour donner des comptes, si c'est réel, cela rassure notre port. Cela montre qu'il y a la vigilance à nos frontières. D'accord. Parce que l'arrestation... Dans les autres pays, on n'entend rien. L'arrestation... Non, vous ne venez pas dans ces pays-là. Vous n'êtes pas là-bas. Mais on suit leur communication. Mais ce qui se passe au Bénin, est su partout. Non, vous ne pensez pas que ce qui est arrêté ailleurs ne soit pas... qu'on n'en fasse pas la publicité. Mais ce qui est sûr, hein, ne vous en faites pas, hein, le Bénin était toujours connu comme la plaque tournante de la drogue. Non pas parce que les Béninois en sont spécialistes, mais nous sommes un pays de transit où je ne vais pas citer des Kenyans, des Nigérians, des Indo-Pakistanais. Je voudrais vous dire que d'autres peuples passent par ici. Et souvent, ce qu'on arrête, ce n'est pas forcément des Béninois. Je voudrais vous dire que les 56 kg saisis appartiendraient à des personnes expatriées. En fait, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, avec complicité certainement. Oui, mais l'enquête n'a pas encore abouti. Mais je vous dis que cette vigilance, parce qu'avant, on prenait le Bénin comme la plaque tournante de la drogue, notre aéroport. Mais il n'y avait pas d'action, d'arrestation, ou du moins on n'en entendait pas parler. Aujourd'hui, que si c'est réel qu'on arrête, ça rassure. Ça montre qu'il y a... Même les narcotrafiquants vont fuir le pays parce qu'ils vont se dire, désormais, ces gens, ils ont les moyens, les yeux ouverts, et les pays, surtout les États-Unis, etc., vont renforcer la capacité de notre pays à éradiquer. Je pense qu'en faisant la traque, et j'ajoute, si ce n'est pas pour règlement de compte, comme on écoute sur les réseaux sociaux, etc., je n'ai aucun élément pour apprécier, mais je dis, cette lutte, si elle est réelle, ça montre la capacité du Bénin à lutter contre ce trafic et rassurerait les autres pays, à savoir que
et même les trafiquants vont fuir le pays. C'est parce que, vous voyez, il y a beaucoup de... Quand il y a les braquages, souvent c'est les Nigérians. Pourquoi ils viennent faire les braquages ici? Parce qu'au Nigeria, il y a la peine de mort. Quand on vous attrape, on vous tue. Les Nigérians disent, quand vous venez ici, vous faites braquage, qu'on vous arrête, vous allez en prison et c'est tout, on ne vous tue pas. Et ils viennent tous ici opérer. Donc désormais, lorsqu'on saura que le Bénin est outillé et qu'il détecte la drogue au port, aéroport et aux frontières, ils vont fuir notre pays. Et c'est en cela que nous allons conquérir la crédibilité pour ne plus être la plaque tournante de la drogue. Oui. Avec la lutte contre la drogue, personne n'y est opposé. Personne n'y est opposé. C'est-à-dire que dans l'immédiat, il y a un effet. Hein? Il y a un effet qui, je ne sais pas, que cela donne et qui est positif pour l'image du pays. Mais à terme, c'est ce qu'il faut craindre. C'est pour cela il faut savoir, je ne sais pas, raison garder. C'est-à-dire oui, c'est ça, il faut craindre cela. Il faut craindre qu'à terme, que le Bénin soit perçu. Il ne faut pas prendre un phénomène. Hein. Vous savez, la première affaire liée à la personnalité, si c'était les 18 kilos dont on a parlé, si c'était un individu... Pardon, justement, nous allons évoluer dans cette émission. Oui. Si c'était... Non, c'est pour parler de l'image. Si c'était un individu ordinaire, ça n'aurait pas eu l'impact que ça a. C'est parce que c'est une personnalité à qui a été collée, je vais dire, je pèse mes mots, à qui a été collée cette histoire. Réelle ou pas réelle, mais c'est une personnalité. C'est ça qui a donné une certaine ampleur. Mais on en avait toujours des kilogrammes plus importants. C'est parce que c'est la personnalité sur laquelle cette affaire a été... trouvez-moi le mot, parce que moi je ne veux pas accuser... parce que je ne veux pas accuser. Oui. C'est la personnalité de la personne à qui on a dit, qu'on a découvert, qui a donné une certaine image au pays. Sinon, à notre aéroport, vous vous souvenez, il y a une dame qu'on avait arrêtée, qui avait avalé plein de kilos, qu'on a mis au CNHU, que les gens ont réussi. D'ailleurs, c'était, sauf erreur de ma part, c'était le professeur Bayan qui l'avait opéré et a sorti les sachets. Les gens ont réussi à la tuer pour qu'elle ne parle pas. Donc la drogue a été toujours arrêtée. C'est la personnalité de la personne sur laquelle l'affaire s'est ébruitée qui a donné cette image du Bénin. Oui, vous avez tantôt parlé d'une personnalité supposée être impliquée dans une affaire de drogue, à propos des 18 kg. Maintenant, avec la saisie de ces 6 kg, est-ce que la thèse de complot tantôt évoquée par certaines langues peut être écartée, M. Rado? Oui, mais moi je crois, pourquoi vous voulez établir un lien entre la première affaire et la seconde? Non, je crois qu'on n'est pas tenu de trouver une passerelle. Encore que les deux viennent du même pays, le Brésil. Oui, d'accord, mais cela ne prouve rien. Cela ne montre rien. Je crois qu'il faut attendre pour savoir, bon, je ne sais pas ce qui va sortir, je ne sais pas, un peu, je sais pas, de tout ce qui s'examine, se décide au niveau des services qui sont compétents en la matière. Moi, je crois qu'il faut laisser le temps au temps. Où doit-on chercher le diable? Dans la maison des opérateurs économiques béninois ou dans la maison des opérateurs économiques expatriés? C'est-à-dire qu'il y a quand même une chose qu'on a observée jusque-là, c'est que quand on parle de drogue, c'est toujours les étrangers. Le mal nous est toujours arrivé par l'étranger. Alors pourquoi subitement les choses ont changé? Je veux bien croire que les choses ont vraiment changé. Mais si elles ont changé, il faut assumer. Mais surtout, moi, ce que je crains, c'est pour l'image de mon pays. C'est pour l'image de mon pays. Parce que ce pays, ce n'est pas un producteur. Au mieux, c'est que nous sommes un couloir. Nous sommes, je ne sais pas, le bénéficiaire de transit. Mais je crois qu'il faut quand même savoir raison garder. C'est-à-dire l'implication des services publics, toute la communication, toute l'agitation, toute la fébrilité, finalement. Vous voyez, il y a un cliché. Il y a un cliché qui va coller à l'image du pays. Et les clichés ont la vie dure. C'est-à-dire qu'on aura du mal à se défaire de cette image. On aura du mal. Vous savez combien de Béninois croupissent dans les prisons de Chine, d'Europe, pour trafic de drogue? D'accord. Et notre image à l'extérieur est connue. Ça, c'est vrai. Vous avez vu, la dernière fois, on a parlé d'une petite fille qui, du jour au lendemain, est devenue
à ne pas porter le titre d'Aladja, parce que quand on a l'argent dans ce pays, on est Aladja, qu'on a arrêté en Chine. Mais il y a plein de Béninois qui coupissent. Donc notre image, ne pensez pas que c'est parce qu'on en parle ici que ailleurs, nous avons déjà une image. Et sur le plan de l'Interpol, rien n'est caché. Hein. Oui, mais comment comprendre ce qui est arrivé au patron de l'unité mixte de contrôle des conteneurs, lequel patron n'aurait rien trouvé après les fouilles? Oh, en fait, moi je crois quand même, est-ce que vous ne pouvez pas... On a dû refouiller avant de trouver les 55 kg de drogue. Ah oui, Les conteneurs sont sortis du port, on les a ramenés avant de trouver ces conteneurs. Et il est pourtant là pour assurer le contrôle des conteneurs. Comment comprendre ce comportement? Est-ce que vous ne pouvez pas penser à un raté? Un raté momentané? C'est possible. Il n'est pas là pour rater. Oui, mais c'est vrai qu'ils ont l'obligation de résultat. Moi, je ne suis pas un inscrit des dieux, mais il semble que cette opération ne se fait pas sans les complicités. Oui. Au niveau des forces de l'ordre, au niveau de la douane, enfin, tout. Il paraît qu'il y a des complicités. Je ne dis pas que ce cas est une complicité, hein. Je ne dis pas que mais, comme Philippe l'a dit, il peut y avoir des ratés, comme c'est un devoir mal fait qu'on a repris. Bon, c'est tout. Peut-on dire avec cette nouvelle saisie que le juge d'instruction ayant jugé l'affaire des 18 kg a une piste plus sûre? C'est-à-dire? Il a une meilleure piste. C'est-à-dire qu'il peut revenir sur l'affaire. Est-ce que vous ne pouvez pas plutôt penser qu'il est maintenant plus prudent? Plus prudent, c'est-à-dire qu'il a tiré leçon de la première affaire et qu'il ne faut pas aller avec la précipitation. Il faut prendre le temps. Il faut se donner le temps. Il parle du juge d'instruction. Le juge d'instruction n'avait pas parlé. Oui. Mais il parle du juge d'instruction. Le juge d'instruction. En fait, vous savez, laissons la justice faire son travail et ne faisons pas de suppositions. La première affaire peut être classée comme ne pas être classée. Il y a des affaires qui ont été jugées depuis 10 ans, sur lesquelles on revient parce qu'une autre affaire a révélé des pistes pour y revenir. Donc, il n'y a que des premières vérités, il n'y a jamais de vérité définitive. Voilà. Et moi, je souhaiterais réellement que la décision de la justice rendue, que ça ne soit pas, comme je le dis, une décision politique ou qu'une décision active, et que si c'est une décision qui a libéré le peuple béninois, que ce soit vraiment une bonne décision. Un peu comme la science qu'on ne reste pas rectifié. Voilà. Alors, un mot juste sur le voyage du chef de l'État. Il est rentré d'un voyage la semaine écoulée. Il a été reçu en audience par le roi d'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est le premier président béninois reçu par le roi d'Arabie Saoudite. Mais... Et puis il est rentré avec beaucoup de sous. Je crois. Il est rentré avec des milliards, plein de projets. Des projets de construction de fourrages. Et puis bientôt on aura une ambassade. Mais je crois que le président est dans son rôle. Hein. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Il faut le féliciter. C'est très bien. Et il faut souhaiter qu'il y ait encore, je ne sais pas, plus d'argent à gagner pour le pays. Je crois que c'est une bonne chose. Voilà. Hein? Aucun chef d'État n'a jamais déclaré que son voyage est infructueux. Je me souviens, j'étais encore jeune, mais j'avais il y a plus de 10 ans, un président est rentré un 10 décembre 1967 et il a dit « je ne suis pas rentré les mains vides », pendant que les travailleurs s'agitaient. Mais une semaine après, c'est ce qui lui est arrivé. Donc aucun chef d'État, quand il voyage, ne revient dire « ah, mes enfants, ce que j'ai fait, c'est toujours une réussite ». La diplomatie, on vous promet tout. On vous dit oui, c'est bon, Et pour un premier voyage, déjà pour ce que moi j'ai entendu tout à l'heure, les musulmans ont apprécié ce voyage parce que cela va faciliter les voyages, les pèlerinages à la Mecque. L'obtention des visas, la construction d'une ambassade pour permettre à un ambassadeur de résider ici et cela permettra donc de délivrer des visas. Les gens n'iront plus au Nigeria pour aller chercher le visa, c'est dire quelque chose. Mais quand on dit qu'il vient avec des milliards, attendez, qu'on ne dise pas comme le repas sera après, ça ne rassasie pas. Nous voulons voir les milliards
Et en son temps, puisque le président même a dit, attendez mes 5 ans pour m'apprécier. Il a dit, attendez la fin de mon mandat pour m'apprécier. Nous allons revenir sur d'autres sujets, mais en attendant, nous allons suivre les informations véhiculées sur la toile. Ces informations ont été compilées par Yves Patrick Loco. Suivons. Piba leader Massimo de la Révolution, Fidel Castro, l'ancien homme fort de la Havane, est mort. Selon le site internet RFI.fr, c'est une page d'histoire qui se tourne. Le média en ligne rend compte des réactions observées depuis l'annonce du décès de Fidel Castro. RFI.fr fait savoir que Vladimir Poutine et François Hollande, entre autres, ont salué la mémoire du père de la révolution cubaine. Sur le continent américain, le président vénézuélien Nicolás Maduro a déclaré qu'il faut poursuivre l'héritage de Fidel Castro. Les réactions sont timides aux États-Unis. Note RFI.fr pour qui seuls les médias ont parlé de Fidel Castro qui a tenu tête à 11 présidents américains. Ses funérailles sont prévues pour le 4 décembre et Cuba a décrété 9 jours de deuil, renseigne le site. Loin de cette actualité relative au décès de Fidel Castro, le site jeuneafrique.com annonce que le sommet de la francophonie a démarré à Antananarive, la capitale malgache. Ce sommet ne devrait pas être aussi fort en suspense que celui de Dakar, théâtre d'une campagne âpre pour la désignation au poste de secrétaire général en 2014, croit savoir le site. À Madagascar, l'Arabie Saoudite frappe à la porte de l'institution. Le site RFI.fr annonce que des dossiers qui fâchent sont à l'ordre du jour de la rencontre. Finissons ce tour de la toile avec le dernier débat sur la primaire de la droite en France. Le site de BFM TV évoque la possible victoire de François Fillon sur son challenger Alain Juppé. Le site tire son argumentaire des différents résultats de sondages effectués. Ce qui est sûr, le vote a eu lieu ce dimanche et le verdict des urnes est espéré. Ainsi va le web ces derniers jours. Merci pour l'attention. A muerto el líder Máximo. Voilà un peu ce que je dis à Cuba. Le président cubain est décédé, ancien président cubain, Fidel Castro, le père de la nation, le vrai père de la nation, est décédé. Ça me est salué par François Hollande, Poutine et bien d'autres. Et puis, le Vénézuélien se permet donc de demander aux Cubains de poursuivre son œuvre. Croyez-vous que ce soit une chance pour Cuba de poursuivre l'œuvre de Fidel Castro alors que son pays n'est pas encore sorti de l'isolationnisme? Castro, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. 50 ans au pouvoir, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et moi, je crois... enfin, c'est pas facile de mettre en formule le temps que Castro a passé au pouvoir. Et s'il a pu quitter le pouvoir en 2006, et même 5 ans après, et ce qui restait encore, c'est-à-dire comme attache avec la fonction publique, il a coupé tous ses cordons, tous ses liens. Je crois que tout ça montre bien que Castro aurait pu partir plus tôt. Il aurait pu partir plus tôt. Parce que, regardez par exemple, en si peu de temps, ce qui a été fait. C'est-à-dire que ce que les États-Unis n'avaient jamais voulu faire, cela a été possible. C'est-à-dire il y a l'ouverture d'ambassades des deux côtés. Et puis, il y a une sorte de dégel dans les relations, même si c'est encore lent, mais il y a quelque chose qui est amorcé. Cela montre bien qu'en fait, le problème c'était Castro. On ne peut pas dire qu'il n'a rien apporté aux Cubains, il a beaucoup apporté. Et c'est surtout aux Cubains d'apprécier. Mais très courageux qui a résisté à 11 présidents américains. L'ère de Castro est passée. Oui. Je pense que c'est une nouvelle ère. Il ne faut pas... chercher à poursuivre ça. Oh non. Et on a dit, et c'est là où j'ai trouvé que de plus en plus, tout le monde n'a pas utilisé le même langage. Quel avenir donc pour Cuba dans les relations internationales? Vous savez ce que Trump a dit? Il dit que c'est un dictateur. C'est un dictateur. Alors que normalement, tout le monde, tous ceux qui insultaient ou bien condamnaient Castro de son vivant, on trouve que bon, il a marqué son temps, mais lui il a dit, vous comprenez que c'est un dictateur. Oui, ceci nous amène à nous interroger sur l'avenir des relations
entre les États-Unis et Cuba. Ah oui, ça va. Des relations en temps réchauffées par Ça va Barack Obama. s'améliorer, ça va s'améliorer. Oui. Parce que Castro vivant était C'était un lui le symbole. problème. C'était lui le problème. L'ère est passée, je pense que, et ceux qui vont venir, même quand, bientôt, quand son frère Raoul va quitter, vous voyez, non, ça va changer, ça va changer. L'ère de Castro est passée. C'est dommage, on n'a plus beaucoup de temps. Juste un mot sur les primaires en France. Vraisemblablement, c'est Fillon qui va l'emporter. Hein. Mais je peux créer la surprise. Oui, il ne faut pas l'écarter, parce que les sondages ont appris à mentir. Mais mathématiquement, c'est vrai que Fillon il y a quand même beaucoup de une chance. réalité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu le premier tour, on a vu les résultats. Tout à fait. On a vu quand même qu'il y a, il y a quand même une grande partie de la droite et du centre qui s'est retrouvée, c'est pas dans le personnage, dans ce Fillon. Ça doit être difficile de penser qu'en une semaine, que les Français, je ne sais pas, en viennent à se dédier. Non. Ben, je me serais cassé la tête si c'était quel chef de quartier j'aurais, quel chef de village j'aurais dans mon pays. Fillon, Juppé, etc. Ça n'apportera rien au Bénin. Oui. C'est la même politique qui continue. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Nous tendons vers la fin de cette émission. Nous allons suivre la revue caricaturale. Suivons Caricacho avec Patrick Diosso. Le caricacho de cette semaine donne des sueurs froides aux besoins physiologiques. Besoins fraternels que l'enfant Claudio du quotidien Fraternité nous montre avec deux personnages. Le premier, tu pètes, c'est 50 000 francs CFA. Le second, c'est diarrhée. Le premier reprend, ça fait 10 000 euros. Remarque, le premier personnage fait partie des forces de sécurité. Donc, c'est pour sécuriser même l'environnement odoriférant ou malodorant. Besoin matinal que Tonapa du quotidien Le Matinal nous montre avec 3 écoliers. Le premier, une fille. Le nouveau maître est trop méchant. Il a mis toute la classe à genoux sans savoir qui a pété. Le deuxième, c'est pour éviter que toute la classe m'assomme que je ne me suis pas dénoncé. Le troisième, Gloutou, c'était donc toi. Remarque, physiquement, le gros ventre au gros nombril de Gloutou pouvait faire penser aux besoins physiologiques de flatulence. Besoin progressif lorsqu'il y aura de l'espace dégagé pour construire des toilettes publiques après l'opération de déguerpissement en cours. Et Kosoko du quotidien Le Progrès nous fait progresser avec ces deux personnages. Le premier, chef, on met la croix sur les legs aussi. Le second, mon frère, ce n'est pas partout où on met la croix. Tobola lui-même viendra mettre ça. Remarque, il y a donc des lignes rouges que le marquage au rouge ne doit pas franchir au risque qu'on se retrouve franchement fauché. Entre autres effets collatéraux, le marqueur fidèle serait castré mort. Excusez la coïncidence homophonique. Bonne fin de semaine, à dimanche prochain pour une autre manche. Merci à vous, Patrick Diosso. Philippe Hadot, juste un mot sur cette revue. Mais c'est bien, nos caricaturistes. Ils ont du talent. Ils ont du talent. Et c'est bien, surtout. En fait, vous voyez, les illustrations, ce n'est pas tout ce qu'on pense. Ce n'est pas forcément pour illustrer la prose de journaliste. Il y a toujours un plus que cela apporte. Parce qu'on ne peut pas tout dire avec les mots. On ne peut pas tout écrire. Mais le dessin, un coup de crayon, ça ajoute quelque chose à l'actualité, c'est-à-dire au compte rendu, à la perception, au regard qu'on porte sur le fait d'actualité. Je crois que c'est extraordinaire. Alors donc, je crois tout de suite que l'on veuille ou non, il ne faut pas de déguerpissement. Bon, cela s'impose à nous. Oui, on va y venir tout à l'heure, monsieur Joseph Gaucho. Pour la caricature, mon maître en presse écrite a dit, je n'ajoute rien, je ne retire rien. Alors, je précise que nous ne pourrons pas animer la rubrique Le médiateur de la presse puisque tout à l'heure le Bénin joue face à la Guinée équatoriale, à la Guinée-Bissau, au Togo. Le RTB se fait le devoir de diffuser, de retransmettre en direct du moins ce match que vous allez suivre. Alors nous n'allons pas pouvoir animer cette rubrique, mais entre-temps il nous reste quelques minutes, nous allons parler de déguerpissement, Philippe Hadot. Tobola,
le plus fort, l'homme le plus fort qui amorce le déguerpissement, ben, croyez-vous que ces déguerpissements sont en train d'être lancés avec grand discernement? Oui, mais en fait, ce n'est pas une affaire Togola, puisque ça va au-delà de Cotonou, de la ville de Cotonou, etc. Je crois, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de communes. Je crois qu'il y a 8 au total qui ont été retenues, ciblées, où le marquage rouge, etc. Bon, a priori, c'est une bonne opération. C'est une bonne opération parce qu'en fait, c'est pour assainir le cadre de vie. Mais tout cela arrive dans un contexte qui fait penser qu'en fait, l'autorité a mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on aurait dû se donner le temps de communiquer, d'expliquer aux populations. Parce que là, on a l'impression que... Pourquoi ne pas y aller de façon progressive? Oui, on aurait pu sensibiliser, expliquer. Au bord de grandes artères, on peut mener cette opération, mais pourquoi dans toutes les rues? Donnez le temps au temps. Je pense que c'est pas... On va attendre jusqu'à quand? C'est pas un dossier qui... On est obligé d'attendre dans ce sens que... Qui date d'aujourd'hui. Monsieur Goussy, vous savez, on a tout le temps fait croire aux Béninois qu'ils ont droit à 1,50 m. Oui, c'est bien. Non. Là, sur ce plan, tu as donné tout à l'heure un plan de travail, c'est-à-dire les grandes artères. Mais je voudrais revenir sur un mot qu'a placé Philippe et que tout le monde tient comme il faut donner du temps. Vous voyez, au moment des élections de communales, les premières élections, quelqu'un a constitué une liste qui devait être conduite par Dandinou, que tout le monde avait vu, dégager, casser. Vous savez, il y a un parti politique qui a dit, si vous choisissez Dandinou, il va vous casser. Ça veut dire que ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, comme tu l'as dit, ce n'est pas une affaire d'abord de Togola. Et moi, je le félicite. Parce qu'il faut un préfet fort, un ministre fort pour conduire. En 1961-62, il y avait le ministre Aounama Mami de l'Intérieur qui disait, je dis bien, badigeonnez vos maisons. Je pense qu'il est dans son rôle et il faut le faire avec un peu de discernement. Les acteurs où on expose des voitures à vendre, il faut nettoyer tout ça avant de rentrer dans la rue. On réclame l'antenne. Je vous y donne 10 secondes, s'il vous plaît. Oui, mais en fait, j'ai cru savoir que ce qu'on attend des Béninois, c'est dans le cadre d'un espace plus grand. C'est-à-dire que c'est au niveau sous-régional. D'autres pays se sont essayés à la chose, avec plus de discernement, avec plus, je ne sais pas, de recul. Pourquoi est-ce que c'est toujours de façon brutale, de façon massive? Non, je crois, non. Les autres peuvent comprendre. Merci. Merci à vous. Merci, chers invités. Je précise que j'ai reçu sur ce plateau 2 invités. Philippe Rado, directeur de Nouvelle Expression, ancien rédacteur en chef du quotidien La Nation. Il a été rédacteur en chef du quotidien La Nation à un moment où nous n'avions que 2 quotidiens au Bénin, à savoir le quotidien La Nation et le quotidien Le Matin. Et puis, en face de lui, Joseph Ogouchi, journaliste précédemment en service à l'ORTB, ancien conseiller à la RAC. Les deux ont un atout majeur. Ils ont fait la même école, le CESTI de Dakar. C'est à un moment où on se permettait de faire des études, des voyages d'études, dont ils ont étudié au Canada, tout et tout. Il se fait que les deux sont des amis. C'est avec plaisir que je vous ai reçu. Merci beaucoup, portez-vous bien. Merci pour avoir fait cet honneur. Merci, bye bye. Merci, au revoir.